Alors, donc, en faisant l'hypothèse de la chute verticale, et donc le parachutiste n'est soumis qu'à son poids, déterminer le temps de chute libre ainsi que la vitesse du sauteur au moment de l'ouverture si le parachutiste se laisse tomber de l'hélicoptère. Donc ici, on se retrouve avec le contexte qui est le suivant. Il y a une chose qui est imposée, c'est qu'on nous dit que le largage se fait à 4000 mètres et que l'ouverture doit se faire à 1500 mètres. Dans ces deux cas, ce sont des données d'altitude, donc on n'a pas le choix sur le fait que l'axe vertical doit être orienté vers le haut, avec le 0 qui correspond au niveau du sol, qui est le niveau de la mer. H2 1500 mètres, c'est la limite pour ouvrir son parachute, et H1, les 4000 mètres, c'est le point de largage. Donc mon système, c'est le sauteur, qu'on va noter S, le référentiel, le terrestre, supposé galiléen, et donc il n'y a qu'une seule force non négligeable, ici le poids. Voilà. Je rajoute le poids sur mon dessin. Donc dans ces conditions, on nous demande donc la durée de la chute libre. Donc l'objectif, c'est le delta t de chute. Alors concrètement, le delta t chute, c'est égal à la date de fin de chute moins la date du début de la chute. Alors, pour des raisons de commodité, ici on a un chronomètre. On part du principe que l'instant du saut, c'est l'instant 0. Donc la durée de chute, c'est en fait la même chose que la date de l'ouverture. Comment est définie cette date de l'ouverture? Elle est définie par le fait que l'altitude à la date d'ouverture est égale à H2. C'est comme ça qu'on va définir cette date. Donc on constate que pour obtenir cette date-là, donc finalement la durée de chute, il faut connaître l'équation horaire de la position, puisqu'elle va être liée à l'altitude. Donc on se retrouve dans notre cheminement habituel de la relation fondamentale de la dynamique, où la masse qui multiplie l'accélération de mon système dans le référentiel galiléen est égale au poids. On projette nos vecteurs. Alors ici, on a vu qu'on n'a qu'un seul axe. Donc le vecteur accélération, il va avoir pour expression z point point. Le poids étant dans le mauvais sens, moins mg. Et donc on en déduit que la masse qui multiplie le z point point est égale à moins mg. La masse se simplifie et donc on obtient une équation différentielle z point point est égale à moins g. C'est une équation différentielle à variable séparable. Donc je vais avoir or z point point, c'est la même chose par notation à dz point sur dt. Donc je peux écrire que dz point sur d de t est égal à moins g. On coupe à ce niveau-là, on envoie le dt de l'autre côté. On a donc dz point est égal à moins g dt. On intègre entre l'instant initial et un instant t quelconque. On a le facteur moins g qui est une constante multiplicative que je peux sortir. Et donc quand on passe à la primitive, ici c'est comme si j'avais une fois et comme si j'avais ici une fois. Donc ça nous fait la primitive de 1, c'est x, mais ici la variable s'appelle z point. Entre t égale 0 et un t quelconque, est égal à moins g qui est sorti. Primitive de 1, c'est x, mais ici la variable s'appelle t. Entre t égale 0 et un t quelconque.
je développe, ce qui fait z point de t moins z point de 0 est égal à moins g facteur de t moins 0. Nous avons ici voilà, ici les conditions initiales, et on a dit que c'était sans vitesse. Donc ça vaut 0. Donc nous avons z point de t qui est égal à moins g fois t. Ça, c'est l'équation horaire de la vitesse. Et on a dit que ça ne suffit pas, puisque nous, on a besoin de l'altitude. Or, z point, c'est la même chose par écriture que d de z sur d de t. Donc on en déduit que d de z sur d de t est égal à moins g fois t. Je coupe à ce niveau-là, j'envoie de l'autre côté. Ce qui fait d de z est égal à moins g fois t fois dt. J'intègre ça entre t égale 0 et un t quelconque. J'ai toujours mon moins g qui est une constante multiplicative que je peux sortir. Je passe à la primitive. Ce qui fait donc ici z à t égale 0 entre t égale 0 et t est égal à moins g. Donc ici, la fonction que j'intègre, elle est là, c'est t. Alors t, c'est la même chose que x. La primitive de x, c'est x2 sur 2, mais ici, la variable s'appelle t. Donc il s'agit de t2 sur 2. Pris entre t égale 0 et un t quelconque. On développe, ça fait donc z à la date t moins z à la date 0 est égal à moins g facteur de t2 sur 2 moins 0 au carré sur 2. Ici notre condition initiale, on a dit qu'il partait de tout en haut, donc de h1. Et donc on obtient que z de t est égal à... Donc le moins h1 passe de l'autre côté, ça fait plus h1 moins 1 demi de g t au carré. Donc voilà l'équation horaire de la position. Donc on va pouvoir répondre maintenant à la question en se plaçant à cette fameuse date TF. Donc, or, TF est défini, la date, par Z de TF est égal à H2. Donc si je remplace l'expression, ça fait donc H1 moins 1 demi de GTF au carré est égal à H2. Alors on va se faire se croiser ce terme-là et ce terme-là. Donc celui-ci avait un moins, on va le perdre. Celui-ci n'en avait pas, il va en prendre un. Donc ce qui nous fait H1 moins H2 est égal à 1 demi de GTF au carré. Le 2 change de côté, le G change de côté. Lui était dessous, il remonte. Lui était dessus, il descend. Ce qui fait TF au carré est égal à fraction de H1 moins H2 sur G. Et donc TF, c'est racine de tout ça. Et on rappelle que ça, c'est également la durée de la chute. Alors, il reste à faire l'application numérique. Hop. Tac, seconde racine de 2 fois... Tac, divisé par donc le G à 9,81. Ça fait 22. Je fais l'application numérique. La durée de chute 22,6. Parce que je ne sais pas si on voit, c'est
22,57, 61, etc. Donc à 3 chiffres significatifs, 22,6 secondes. Et on nous demande aussi la vitesse qu'il aura atteint à cette date-là. Donc ce qu'on pourrait qualifier de vitesse d'ouverture. Vitesse 1, l'ouverture, qu'on va noter V, ouvre. Donc c'est égal. Alors là, il faut se méfier parce que si vous reprenez ici l'équation horaire de la vitesse, vous avez un signe moins ici, ce qui veut dire que z point est négatif. Pourquoi z point est négatif? Parce que on a un mouvement qui se fait vers le bas quand l'axe est vers le haut. Or, quand on parle de la vitesse dans le langage courant, on parle de la vitesse en valeur absolue. Donc ici, quand je vais définir ma vitesse à l'ouverture, je vais prendre la valeur absolue de z point à la date tf. Donc la valeur absolue est là pour prendre la vitesse positive. Donc allons-y, ça veut dire que la vitesse d'ouverture est égale à valeur absolue, et donc moins g fois tf, c'est-à-dire, alors le moins avec les valeurs absolues, ça fait plus g fois tf. Ensuite, tf est au-dessus, donc la vitesse d'ouverture, c'est g que multiplie racine de 2 facteur de h1 moins h2 sur g. Ensuite, le g, on le rentre à l'intérieur. Il faut se souvenir que racine de x au carré, si x est positif, ça vaut plus x. Donc on se rend compte que x est la même chose que racine de x au carré. Donc quand g rentre à l'intérieur, il rentre sous forme d'un carré. Donc v à l'ouverture, ça fait donc racine de 2 fois g au carré, facteur de h1 moins h2 sur g. Ici, il y a un g qui supprime, qui simplifie. Donc il n'en reste plus qu'un en haut. Et donc on arrive à une vitesse d'ouverture qui est égale à racine de 2g facteur de h1 moins h2. Si on fait l'application numérique. Donc ça nous fait seconde racine de 2 fois 9,81 que multiplie la différence entre les deux altitudes. On obtient 221 mètres seconde moins 1. Alors juste à titre indicatif, ça fait 797 km/h. Et là, on se rend assez vite compte que c'est une vitesse extrêmement élevée qui ne correspond absolument pas à la réalité. Alors d'ailleurs, c'est l'objet de la question suivante. C'est que dans la réalité, on a une vitesse qui ne dépasse pas les 250 km/h. Alors comment on peut expliquer ça? Si ça va moins vite, c'est qu'il y a une force qui s'oppose au poids et qui réduit donc la vitesse potentielle prise par le sauteur. Alors on va revoir notre modélisation. Et on nous dit donc dans la réalité, le frottement de l'air n'est pas négligeable. On fait l'hypothèse que le frottement ne peut être modélisé par vecteur f égale à moins k fois le vecteur v lorsque le sauteur se positionne à la verticale. Alors à verticale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, contrairement à mon dessin, le sauteur, il a la tête en bas. Il est dans cette position-là. Donc ce qui veut dire que globalement il va exercer une surface, la surface qui est exposée à l'air est beaucoup plus petite que quand il se positionne à l'horizontale. Donc dans cette situation-là, on a
la vitesse limite qui est égale à 250 km/h. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Montrer qu'il existe une vitesse limite. Alors pour ça, il faut qu'on revoie notre bilan des forces extérieures. Donc maintenant, nous avons toujours le poids qui est égal à mg. Et puis on a le frottement de l'air. De la forme f est égal à moins k fois le vecteur vitesse. Alors, si on est rigoureux, on va écrire vitesse de mon système S dans le référentiel RG. Donc si j'applique ma relation fondamentale de la dynamique, j'ai la masse fois l'accélération de mon système S dans le référentiel galiléen qui est égal au poids moins k fois la vitesse de S dans RG. Alors ici, pour l'instant, il n'est pas question de faire un calcul, il est simplement question de montrer qu'il existe une vitesse limite. Alors qu'est-ce que ça veut dire une vitesse limite? Ça veut dire que la vitesse de S dans RG a une valeur qui devient constante. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur constante pour la vitesse? Ça veut dire que, alors en vecteur, ça veut dire que l'accélération de S dans RG doit être nulle. Comment est-ce que l'accélération peut être nulle? Ça veut dire que le poids moins k v de S dans RG doit être égal au vecteur nul. En d'autres termes, ça veut dire que le poids va prendre exactement l'expression de k fois v. Or, qu'est-ce qui se passe? V à t égale 0 est égal à 0. Pas de vitesse au moment du saut. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans ces conditions-là, la force de frottement, c'est k fois 0, elle est nulle. Donc finalement, à la date t égale 0, on se retrouve dans le cas de la question numéro 1. C'est une chute libre. À partir du moment où on a une chute libre, on a vu que la vitesse augmente. Donc si t est strictement supérieur à 0, on constate que la vitesse en valeur absolue de S dans RG augmente. Si elle augmente, ça veut dire que la force de frottement augmente. Et si cette force de frottement augmente, on peut donc en déduire que le poids moins k fois v de S dans RG va tendre vers le vecteur nul. C'est-à-dire que le terme qui est ici, qui s'oppose au poids, va être de plus en plus élevé puisque la vitesse augmente et va finir par compenser le poids, et donc cette somme va finir par être nulle. Si elle est nulle, dans ce cas-là, on en déduit que l'accélération de S dans RG est égale au vecteur nul, donc que la vitesse est égale à une constante. Donc il existe bien une vitesse limite. Alors j'attire votre attention sur le fait que montrer qu'il existe une vitesse limite, ce n'est pas la calculer. On ne peut la calculer qu'à partir du moment où on a bien montré qu'elle existe, cette vitesse-là, et qu'on va la rencontrer. De 2. Alors on nous demande de calculer k. Ici l'objectif c'est k. Et pour ça on a la vitesse limite. Bon maintenant il suffit de reprendre ce qu'on a dit au-dessus. Si la vitesse est égale à la vitesse limite, on a l'accélération de S dans RG qui est égale au vecteur nul. Et donc on va avoir le poids moins k fois la vitesse limite en vecteur qui est égal au vecteur nul, c'est-à-dire
P qui est égal en vecteur à k fois la vitesse limite en vecteur. Et puis là, quand on est comme ça, on a deux options, soit on projette, soit la deuxième option, c'est qu'on passe à la norme. Donc c'est ce que je vais faire. En quoi consiste le passage à la norme? Si j'ai un premier vecteur qui est égal à un deuxième vecteur, s'il y a égalité de deux vecteurs, il y a forcément égalité de leur norme. Donc ça implique que la norme du vecteur P est égale à la norme de k fois vecteur v limite. La norme du poids, c'est m fois g. K est une constante positive, et donc il reste norme de la vitesse limite, donc vitesse limite. Voilà. Et donc on en déduit, parce que c'est notre objectif, que k est égal à mg sur la vitesse limite. Ça veut dire qu'il faut être vigilant aux unités du système international. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que k a une unité, donc il faudra établir la dimension de k. Et donc son unité. Donc ici, je vais tout de suite me placer dans les unités fondamentales. Donc kilogramme, mètre, seconde moins 2 pour g. Et la vitesse limite, c'est des mètres seconde moins 1. Donc vous voyez que dans le rapport, la distance, donc les mètres se simplifient. Mètre seconde moins 2 divisé par seconde moins 1, il reste seconde moins 1. Et donc l'unité, ce sera donc des kilogrammes seconde moins 1. Et donc si je fais l'application numérique, il ne faut pas oublier que mes 250 km/h, il faut les diviser par 3,6. Ça fait donc 69,444 mètres par seconde. Et donc, la masse de mon système, c'était 75,0 fois 2,81 divisé par notre vitesse. Alors, en termes de chiffres significatifs, 75,0, il y a 3 chiffres significatifs. G 9,81, 3 chiffres significatifs. V limite, les 250 km/h, donc 3 chiffres significatifs aussi. Donc, notre résultat en aura 3. Et donc, on se retrouve avec un K qui vaut 10,5948, c'est-à-dire 10,6 kg seconde moins 1. Alors par contre, je vais garder en mémoire la valeur exacte pour les prochains calculs. Question 2.3. Combien de temps faut-il pour atteindre 99% de la vitesse limite? Alors le 99% ici fait référence à la solution mathématique de mon équation différentielle. Donc il faut connaître l'équation horaire de la vitesse. Donc pour ça, on va revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique, pour obtenir l'équation différentielle du mouvement. Donc la masse fois l'accélération est égale au poids moins k fois la vitesse de s d'un rg. Et donc là, il faut que je projette tous ces vecteurs-là. Donc l'accélération de s d'un rg, par définition, dans un repère cartésien, c'est z point point. Le poids, on a vu que c'était moins mg. Et la vitesse de s dans rg, là encore, dans un repère cartésien, z point. Alors, quand on sent venir un petit peu les choses, ici on va avoir une solution de type exponentielle. Donc on peut, aussitôt que l'on veut, donc ça peut être fait tout de suite, poser que ça c'est v de z et que ça c'est vz point. Donc dans ces conditions, ma relation fondamentale de la dynamique va s'écrire m fois vz point, donc ça c'est la partie coordonnée de l'accélération, est égal à moins mg, ça c'est le poids, moins k que multiplie, donc la coordonnée de la vitesse, c'est-à-dire v de z. Alors on reconnaît ici une équation différentielle, avec ici donc la dérivée de la vitesse, ici la vitesse elle-même. Donc cette équation est du type
x point plus x sur taux est égal à une constante. Donc il va falloir qu'on normalise. Donc pour normaliser, il faut que la fonction, donc en l'occurrence ici la vitesse, elle soit du même côté de l'égalité. Donc ça veut dire que ce terme-là, il faut l'envoyer de l'autre côté de l'égalité. Donc on trouve la masse fois Vz point plus K fois V de Z est égal à moins mg. Ensuite, dans la normalisation, il nous faut une valeur 1 en facteur du x point. Or ici j'ai la masse, donc il faut que je divise toute mon équation par la masse. Et donc j'obtiens Vz point plus K sur M, V de Z est égal à, bon bah là le M se simplifie, reste moins G. Donc voilà l'équation différentielle du mouvement. Et donc on sait que dans ces conditions-là, là on a bien x point qui s'écrit Vz point. On a ici le Vz qui correspond au x. Donc le 1 sur taux qui est ici correspond à ce qui est devant ici le V de Z. Ça c'est le 1 sur taux. Et moins G, on a bien quelque chose qui est une constante. Donc on pose 1 sur taux est égal à K sur M, ce qui peut encore s'écrire que taux est égal à M sur K. Donc ça c'est la fameuse constante de temps. À ce stade-là, il reste à terminer à faire la résolution à proprement parler. Et donc pour ce type d'équation différentielle, la solution est de type x de t est égal à grand A exponentielle moins t sur taux plus b. Voilà la forme de la solution générale. Solution générale. Donc Vz à la date t est égal à grand A exponentielle moins t sur taux plus b. Donc la méthode consiste à dire, ici dans l'équation j'ai Vz point, donc je dérive ma solution générale. Donc Vz point à la date t est égal, et si je dérive tout ça, j'ai deux termes, le terme avant le plus et le terme après le plus. Après le plus c'est une constante b, donc quand je dérive cette constante ça fait 0. Et puis avant j'ai une constante multiplicative a qui multiplie la dérivée de moins t sur taux, c'est-à-dire moins 1 sur taux, qui multiplie l'exponentielle moins t sur taux, et puis ici donc plus 0, qui correspond au deuxième terme. Et donc finalement Vz point à la date t, ça s'écrit moins a sur taux, exponentielle moins t sur taux. Et une fois qu'on a fait ça, on injecte donc cette partie-là et cette partie-là, on les injecte là-haut, dans l'équation différentielle. Donc ça va nous donner donc Vz point qui va donc s'écrire moins A sur taux exponentielle moins t sur taux plus, ensuite on a notre Vz sur taux, donc A exponentielle moins t sur taux plus B, le tout sur taux est égal à moins G, puisque ça reste à l'identique. Ici j'ai moins A sur taux exponentielle, là j'ai plus A sur taux exponentielle, donc ce terme-là et celui-ci se simplifient. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste B sur taux qui est égal à moins G, c'est-à-dire B est égal à moins G fois taux. Alors si je vais au bout, c'est-à-dire que je remplace taux par son expression, ça fait B est égal à moins, là on avait M sur K, donc Mg sur K. Et vous constatez que ce truc-là, c'est notre V limite. Donc B est l'opposé de V limite. Ensuite, comment est-ce qu'on trouve A? Ben, grâce à la condition initiale.
sur la vitesse. V de 0, ça valait 0. Donc ça veut dire que Vz de 0 est égal à 0, c'est-à-dire a exponentielle moins 0 sur tau plus b est égal à 0. Mathématiquement, l'exponentielle de 0, ça vaut 1. Et donc j'en déduis que a, c'est l'opposé de b. Et donc a, c'est la vitesse limite. Voilà. D'où la solution particulière. Vz à la date t est égal à la vitesse limite facteur de, donc a ça fait 1, et a c'était l'exponentielle, donc l'exponentielle de moins t sur tau. Moins 1 puisque b valait moins la vitesse limite. Alors je peux encore écrire ça, Vz de t est égal à, je factorise par moins, hein, moins v limite, facteur de 1, moins exponentielle, moins t sur tau. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que on a vu ensemble l'allure de cette courbe 1 moins t sur tau. Donc si je fais le tracé, en fait, à cause de ce moins v limite qui est devant, j'ai une vitesse qui est dans la partie négative. Donc Vz, l'origine ici. Et donc qu'est-ce qui se passe? À t égale 0, la vitesse est nulle. Donc j'ai un point qui est là. Qu'est-ce que je sais d'autre? Eh bien, je sais qu'il va exister une limite mathématique à tout ça qui est à moins v limite. Donc ici, en pointillé, c'est l'asymptote. Ensuite, je peux prendre ici, par exemple, la valeur t égale tau. Et ici, elle coupe l'asymptote à un point qui me permet de tracer la tangente à l'origine, qui est ici. Donc j'ai ma tangente à l'origine, j'ai un autre point, si vous vous souvenez bien, c'est à 63%, donc c'est à peu près les 2 tiers. Voilà. Là j'ai 63% de la valeur de l'asymptote, et ça me fait un point de passage. Et donc pour tracer ma courbe, je vais ici suivre la tangente à l'origine, je passe par ce fameux point, puis je vais rejoindre l'asymptote. Donc voilà à quoi ressemble le tracé de cette vitesse-là. Alors pour répondre à la question, on nous dit on veut connaître le temps qu'il faut pour atteindre 99% de la valeur limite. Alors pour ça, il faut poser les conditions. Alors la première chose, c'est que v limite était en positif. Donc je vais passer en valeur absolue de Vz de t, et ça va passer en plus v limite, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Puis après, je vais poser une date. On pose t 99%, donc la date telle que, eh bien, la valeur absolue de la vitesse suivant z est égale à 99 sur 100 fois v limite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça, je le remplace par l'expression qui est au-dessus, j'ai l'égalité avec ce morceau-là. Donc on obtient v limite, facteur de 1 moins exponentielle de moins t 99% sur tau est égal à 99 sur 100 fois v limite. V limite est un facteur des deux côtés. Je peux simplifier. Et ensuite, vous voyez, je vais croiser ces deux termes-là. Et je vais avoir 1 moins 99 sur 100
est égal à exponentielle de moins t99% sur taux. On va 1 moins 99%, ça fait 1 sur 100. Pour accéder à l'intérieur de mon exponentielle, il faut que j'applique à tout ça la fonction logarithme népérien. Donc je vais avoir logarithme népérien de 1 sur 100 qui est égal à moins t99% sur taux. Il faut se souvenir que 1 sur 100, c'est la même chose que 10 puissance moins 2. Or, la puissance qui est ici, là, avec le logarithme, je peux la sortir. Et puis donc dans le même temps, puisque moi ce que je veux c'est t99%, il faut que je passe le moins taux de l'autre côté. Donc ça passe de l'autre côté. Le taux est en dessous, il remonte. Et donc le moins change de côté. J'ai donc un moins. Pardon. Le moins passe là. Le moins est à multiplier par moins 2, c'est plus 2. J'ai le taux qui a changé de côté. Et donc il me reste ln. Donc j'ai plus que le 10 qui intervient ici. Et donc pour terminer, il ne me resterait plus qu'à remplacer le taux par son expression. Donc t99% qui est égal à 2 que multiplie le rapport. Donc au taux, on avait vu, si on reprend un peu en arrière, toc toc toc, c'était m sur k que multiplie ln de 10. Donc si je fais application numérique, t99%, donc numériquement ça fait 2 fois 75,0 sur 10,6, mais on se souvient qu'on prend la totalité de la valeur fois ln de 10. Alors ça veut dire qu'ici je dois avoir 3 chiffres significatifs. Donc si je fais le calcul, 2 fois on trouve 32,5997, donc 32,6 secondes. Voilà la date et donc la durée nécessaire pour atteindre 99% de la vitesse limite. Question 2.4. Pourra-t-il atteindre cette vitesse? Donc, la question qui se pose, en fait, je peux la poser de deux façons différentes. J'ai d'un côté le delta t chute, la durée de chute, qui est égale à la date tf. Et puis de l'autre côté, j'ai le t99%. La question, c'est comment je les compare. Deux options. Soit je calcule le temps de chute, et je compare le temps de chute à t99%, puis je verrai bien si c'est bon ou pas, puisque je rappelle que quand tf est atteint, je suis obligé de tirer sur la poignée pour ouvrir le parachute. Donc si jamais ce temps-là est plus petit que t99%, ça veut dire que je n'aurai pas eu le temps d'atteindre 99% de la vitesse limite. Deuxième cas de figure, ce TF est plus grand que t99%, et dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai eu le temps d'avoir cette période dans laquelle la vitesse a atteint la vitesse limite à 99%, et je n'aurais pas encore ouvert le parachute. La deuxième option, elle serait de comparer les altitudes. C'est-à-dire que si je connais l'altitude associée à cette date-là, je pourrais la comparer aux 1500 mètres. Est-ce que je suis
encore au-dessus des 1500 mètres, ce qui veut dire que je n'ai pas encore ouvert mon parachute, ou est-ce que je suis en dessous des 1500 mètres, et dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai déjà ouvert mon parachute et que je n'ai pas pu atteindre cette situation-là. Donc là, il y a deux possibilités de résoudre. Je vais vous proposer de faire les deux. Alors évidemment, vous n'en faites qu'une. La première méthode, c'est que je passe donc par les dates. Pour connaître TF, il faut que j'ai le lien entre l'altitude et la date. Or, pour l'instant, moi, ce que je sais, c'est que Vz à la date t est de la forme moins V limite, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Or, Vz de t, par égalité de notation, c'est la dérivée de l'altitude à la date t sur dt. Donc, j'ai dz à la date t sur d de t qui est égal à moins v limite, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. J'ai affaire ici à une équation différentielle à variable séparable. Donc je sépare, donc ici je coupe, le dt je l'envoie de l'autre côté, et donc j'en déduis que d de z est égal à moins v limite, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, fois dt. J'intègre ça entre t égale 0 et un t quelconque. Donc c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure pour la chute libre, avec des fonctions mathématiques qui sont un peu plus délicates à travailler. J'ai toujours mon moins v limite qui est une constante multiplicative. Donc ça me fait intégrale de t égale 0 à t de d de z. Je peux rajouter donc, c'est comme si j'avais une fois d de z, qui est égal à moins v limite, facteur de. Et finalement, ici, j'ai deux intégrales, parce que j'ai un signe moins. Donc j'ai une première intégrale qui s'écrira intégrale de 1 fois d de t, entre t égale 0 et un t quelconque, moins l'intégrale entre t égale 0 et t de exponentielle moins t sur tau fois d de t. Il ne faut pas oublier les parenthèses, puisque le v limite est en facteur de tout ça. Je passe au crochet. Primitive de 1, c'est x, mais ici la variable s'appelle z. Donc c'est z pris entre t égale 0 et t est égal à vitesse limite. Facteur de premier crochet. Primitive de 1, c'est x, mais ici la variable s'appelle t. Pris entre t égale 0 et un t quelconque. Moins, alors c'est là que ça se corse un petit peu. Il me faut la primitive de ça. Exponentielle moins t sur tau. Alors si vous la dérivez, vous constatez que j'ai moins 1 sur tau qui sort. On l'a déjà fait dans la résolution, si vous vous souvenez ici, ça c'était la dérivée qui valait moins 1 sur tau exponentielle. Donc il sort un moins 1 sur tau. Donc si quand je dérive il sort moins 1 sur tau, quand j'intègre, c'est moins tau que je dois mettre devant pour compenser celui qui va sortir. Exponentielle moins t sur tau. Donc si vous regardez, à partir du moment où je veux dériver l'exponentielle moins t sur tau, je vais avoir moins 1 sur tau fois l'exponentielle, moins 1 sur tau fois moins tau, ça fait 1. Donc je retrouve bien la fonction qui est au-dessus. Je développe. Ça fait donc z à la date t moins z à la date 0 est égal. J'ai perdu le moins en route là, hop. Moins v limite, facteur de, ici t moins 0. Alors là, vous m'accorderez que moins par moins, ça fait plus. Donc plus tau, facteur de, exponentielle de moins t sur tau, moins exponentielle de moins 0 sur tau.
exponentielle de 0, ça fait 1. Tant que j'y suis, ici j'ai les conditions initiales. On a vu que la condition initiale, c'est qu'on était parti à l'altitude qui s'appelait H1. Et donc j'ai ainsi que l'altitude à la date t est égale, le moins H1 passe de l'autre côté en plus H1, moins la vitesse limite, facteur de t plus taux, facteur d'exponentielle moins t sur taux, moins 1. Et ça, c'est l'équation horaire de l'altitude. Et c'est pas fini, puisqu'encore une fois, rappelez-vous, l'objectif c'est d'avoir TF pour pouvoir le comparer à T99%. Or, Z à la date TF, ça c'est égal à H2. Donc j'en déduis que si je remplace ici T par TF, ça c'est H2, est égal à H1 moins V limite, facteur de TF plus taux, facteur d'exponentielle moins T, F sur taux moins 1. Alors à ce niveau-là, je suis bloqué mathématiquement, dans le sens où mon objectif serait d'extraire TF, or TF est ici sous forme d'un polynôme du premier degré, ici dans l'exponentielle. Donc j'aurais pas d'autre solution que de faire fonctionner le solver. Donc ici c'est solver. Alors donc je vous ai inséré le calcul au solver fait avec votre machine et donc on trouve 43,1 secondes avec 3 chiffres significatifs pour le temps nécessaire pour atteindre les 1500 mètres d'altitude, c'est-à-dire le moment où on ouvre le parachute. Or, souvenez-vous, le temps pour atteindre 99% de la vitesse limite, c'est 32,6 secondes. Donc on constate que le temps qui est atteint en premier, c'est 99% de la vitesse limite, et qu'il y a encore la chute qui se prolonge pendant quelques secondes, l'équivalent de 11 secondes à peu près de chute supplémentaire. Alors je vous avais dit, ça c'était la première méthode qui consistait à passer par la résolution pour connaître le temps de chute et puis de le comparer. L'autre possibilité est de calculer l'altitude qui est atteinte à T99%. Donc méthode 2. Donc altitude atteinte à T99%. Alors il faut se souvenir que T99% est égal à plus 2 fois taux ln de 10. Mais on peut aussi l'écrire ce truc-là que si vous reprenez dans les calculs, je vais vous le montrer. Voilà, ce qu'on peut montrer, c'est qu'on a cette égalité ici, là, c'est-à-dire que l'exponentielle moins T99% sur taux, c'est égal à 1 centième. Ou exponentielle moins T99% sur taux est égal à 1 sur 100. Alors on verra que ça va permettre de simplifier énormément nos expressions. Alors il faut revenir à z de t. Z de t, donc nous avons son expression ici. Z de t, c'est H1 moins V limite de tout ça. Donc Z de T99% est égal à H1 moins V limite, facteur de T99%, plus taux, facteur de exponentielle de moins T99%
sur taux moins 1. Donc c'est ici que je vais profiter pour dire que cette exponentielle, elle valait 1 sur 100. Et donc vous voyez que 1 sur 100 moins 1, ça fait moins 99 sur 100. Et donc finalement, cette fameuse altitude z à t 99%, c'est égal à h1 moins v limite, facteur de t 99%, moins 99 sur 100 fois taux. Donc à partir de là, je peux faire l'application numérique. Donc z à la date t 99% est égal. Donc ici, c'est nos 4000 mètres d'altitude du point de départ, moins les 250 km/h, que multiplie 1000 divisé par 3600 pour convertir en mètres par seconde. T 99%, on l'a calculé à 32,6 secondes, moins 99 sur 100, que multiplie le taux qui valait m sur k, donc 75,0 sur 10,598, 48. Voilà. Si on veut essayer de faire les calculs au plus juste. Mais donc si on fait 4000 moins 250 fois 32,6 moins 0,99 fois 75 divisé par 10,948. Voilà, on obtient une altitude à 99%, donc 2222, etc. Donc à 3 chiffres significatifs, ça fait 2,22 10 puissance 3, c'est-à-dire kilomètres. Or, il faut se souvenir que H2, c'était 1500 mètres, donc 1,500 km. Donc on constate bien qu'ici, l'altitude à 99% de la vitesse limite est supérieure à l'altitude d'ouverture. Donc il aura le temps d'atteindre cette vitesse avant d'avoir à ouvrir son parachute. Donc après, l'avantage, j'allais dire que cette deuxième méthode, elle nous évite d'avoir recours au solveur, ce qui est quand même plutôt sympathique. La dernière question qui était posée, à l'aide d'une hypothèse simplificatrice, déterminer le temps de chute libre. Donc l'hypothèse est la suivante. Si je représente la vitesse, mais cette fois-ci en valeur absolue, je me trouve avec une courbe qui est inversée par rapport à tout à l'heure. Voilà. Ici, donc, c'est toute la phase où la vitesse varie. Donc ça, c'est le régime transitoire. Et on a vu qu'il dure t 99%, c'est-à-dire 32,6 secondes. Et puis donc, dans cette zone-là, on fait l'hypothèse que 99% de la vitesse limite, c'est la vitesse limite, et donc on a ce qu'on appelle le régime permanent. À un chouïa près, ça c'est 5 taux. 5 taux, c'est à peu près 99%. Alors, c'est pas exactement, ça doit être 99,6 je crois, mais on n'est pas très loin de ce qu'on avait défini. C'est pour ça qu'on avait d'ailleurs choisi ce 5 taux. C'était une valeur qui permettait de définir assez simplement le passage du régime transitoire, où la vitesse varie, au régime permanent, où la vitesse ne varie plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On constate que si je devais représenter la même chose, mais avec un axe d'altitude,
On a ici l'altitude de départ, donc notre 4000 mètres. Quand on arrive ici, on a atteint 2,2210 puissance 3 mètres. Et on sait qu'ici, on a notre 1500 mètres. Donc, ici, notre chute libre, elle s'arrête là. Puisqu'après, à partir en dessous de 1500 mètres, on sait que le parachute, on doit l'ouvrir. Donc, on va définir ici le delta T, la durée au-delà de T99%. Et on sait que le delta T chute, c'est égal au T99%, auquel je dois rajouter le delta T qui se fait donc au régime permanent. Régime permanent, ça veut dire que la vitesse est égale à la vitesse limite, et c'est ça notre hypothèse. Et donc elle est constante, et si cette vitesse est constante, la vitesse limite, c'est égal à la distance parcourue, donc c'est les 2,2210 puissance 3 mètres d'altitude moins les 1500 mètres d'altitude, que divise le delta T, c'est-à-dire le temps nécessaire pour parcourir cette distance-là. Et donc vous vous rendez compte que dans ces conditions-là, le delta T, il vaut... Alors là, je peux le noter delta Z. Donc delta Z, ça correspond à cette partie-là. Donc c'est le temps... Pardon. Le delta T, c'est le temps où la vitesse est supposée constante, et delta Z, c'est la distance parcourue pendant cette durée-là. Et donc on se retrouve avec un delta T de chute qui est égal au T99% plus le delta T, c'est-à-dire delta Z sur V limite. Donc en théorie, on est censé retrouver le résultat de notre premier calcul, notre 43,1. Alors si on fait l'application numérique, donc on a dit, notre T99% c'est 32,6 secondes, plus les 2222 auxquels je retranche les 1500, divisé par la vitesse limite, donc les 250 divisé par 3,6. Alors on arrive à delta T chute qui est égal, alors à la calculatrice j'ai 42,9968, donc 43,0 secondes. Donc vous voyez que par rapport au calcul exact qui était de 43,1, notre hypothèse, elle joue à... l'ordre de grandeur, c'est le dixième de seconde. Et si je fais 1 dixième de seconde divisé par 43 secondes, j'arrive à commettre une erreur de 0,2%. Vous voyez que c'est une hypothèse qui fonctionne plutôt bien et qui nous donne un résultat qui est tout à fait acceptable.